Je vous rappelle, 93, moi je suis arrivé, j'ai dit à mes parents, je vais faire de la science économique, ils m'ont regardé avec des yeux ronds comme ça, heureusement, ils étaient ouverts. Aujourd'hui, si vous allez sur LinkedIn et que vous tapez le mot intelligence économique, des gens qui sur leur propre CV, de leur propre chef, ont mis intelligence économique, c'est 22 000. Le travail a donc été colossal. Ça, c'est la première idée. Deuxième idée, dans le bouquin Guerre économique, comment gagner, Arnaud de Morigny a fait un article qui s'appelle le marché privé de l'information français. Ça a été aussi une victoire française. Il y a un marché privé de l'information qui a été créé, qui est une culture du renseignement, parce que quand on regarde l'origine des gens qui ont contribué à ça, Mialo, Le Gorju, etc., Caduc, bien sûr, Aladite, qui aujourd'hui est le leader, Ludovic François, qui est un ancien gendarme. Bon, bref, je ne vais pas tous les citer. Il y a une vraie culture du renseignement qui s'est créée. Et puis les services de renseignement français, dans le domaine économique, ont énormément muté. Et aujourd'hui, voir l'interview de Général Buquet, pareil dans le bouquin, la DRSD, qui était vraiment au fond du trou il y a 10 ans, ça s'appelait la DPSD, est devenue un service de renseignement high-tech. Il a le vent en poupe, il recrute des civils qui vont dans les entreprises, etc. Pareil pour la DGSI, qui est montée en gamme aussi au niveau économique. Ça, c'est les victoires. Je vais être rapide. Par contre, donc oui, mais 3 problèmes. Et après, je passerai la parole à mes petits camarades. Premier problème, les technologies françaises souveraines, mais ça, vous connaissez ça mieux que moi, dans le monde du renseignement, on a parlé de Palantir, pas assez développé. Ça va sûrement être évoqué et c'est en train de changer. Deuxièmement, en renseignement, on le sait, le poisson pourri par la tête. C'est-à-dire que vous avez du renseignement, vous le donnez à un décideur, il ne comprend rien, il ne veut pas prendre de risques, il ne veut pas fâcher les Américains. Et évidemment, tout ça ne sert pas à grand-chose, donc on rachète des entreprises, on se fait racheter des entreprises, etc., avec un manque de moyens. Je vous rappelle quand même un chiffre sur le renseignement, je ne sais pas si vous le connaissez. En France, budget public, il n'y a pas de chiffre officiel, mais on doit mettre environ, c'est une estimation, si on est très haut dans l'estimation, 2 milliards par an dans nos services de renseignement, public je parle bien sûr. Les Américains, là par contre il y a le chiffre évidemment chez les Américains, c'est 91 milliards dans le renseignement. Je vous rappelle que le budget de la défense française, c'est 50 milliards en gros. Donc 91 milliards. D'accord ? Donc, le rapport entre la taille des États-Unis et nous n'est pas celui du rapport qu'on met. Voilà. Donc ça, c'est important. Et juste pour terminer, je voudrais vous raconter une histoire, ça c'est important, parce qu'on a beaucoup parlé l'extraterritorialité du droit américain. Le problème, c'est pourquoi notre renseignement n'est pas puissant. Donc techno, le poisson pourri par la tête. Troisième idée, l'intelligence, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore tout le spectre qui va du renseignement à l'influence. Et je vous donnerai juste un exemple. D'où vient l'extraterritorialité du droit américain ? En 1977, le FCPA. Enfin, pendant des années, pendant 20 ans, il ne se passe rien. Pourquoi ça commence à arriver en France ? Parce qu'on ratifie une convention de l'OCDE en 1997, on l'a ratifiée en 1999. Mais pourquoi on ratifie ? J'étais à l'Assemblée nationale par hasard, j'ai rien compris d'ailleurs à cette époque-là, en 1994. Transparency International disait il faut lutter contre la corruption, vous allez nous aider, vous, État, etc. Vous ne pouvez pas être contre, vous n'allez pas être contre la lutte contre la corruption. Qui était Transparency International ? Peter Engen, j'étais présent, un Allemand. Et si vous allez sur Wikipédia et vous regardez qui est Peter Engen, avant d'être à Transparency International, il travaillait pour la Banque mondiale, admettons, il a travaillé pour la fondation Ford, et aujourd'hui il travaille pour ça s'appelle Carnegie Endowment for International Peace, donc un think tank américain. Donc en fait, si les Américains ont pu extraterritorialiser leurs droits, c'est parce qu'on a ratifié des conventions et ça a été préparé par des ONG. Donc on est bien dans intelligence, innovation, influence. Et tant qu'on n'a pas le spectre transversal des trois, on ne peut pas être puissant. Voilà ce que je voulais vous dire. Je passe la parole. Merci Nicolas de cette concision. 2 minutes. Moi, je voudrais peut-être juste revenir sur le domaine de l'intelligence économique. Oui, alors juste merci pour ça. Parce que je vois 2 mots à coller, intelligence économique et renseignement. C'est pas la même chose. On est d'accord ? Enfin, ils ont la même source. Ils Okay. boivent aux mêmes sources et ils ont la même source. L'intelligence économique, effectivement, on a le cycle du renseignement classique qu'on connaît tous, et si on ne le connaît pas, je vous invite à aller le découvrir. On boit aux mêmes sources, oui, ça nous arrive effectivement de travailler avec d'anciens des services, ça nous arrive de travailler sur les mêmes méthodes,
Moi, j'ai 15 ans, 16 ans à peu près d'expérience dans ce métier, et aujourd'hui, je travaille surtout sur du renseignement humain, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on parle tous de SINT, on parle tous de SAS, d'éditeurs, qui sont entre nous tous américains, en grande partie en tout cas anglo-saxons, parce que les anglo-saxons font de l'intelligence économique, les Français parlent d'intelligence économique, ça faut quand même, et c'est toujours le cas. C'est-à-dire que M. Nicolas Moinet, il y a encore 10 ans, écrivait des bouquins sur la boîte à outils, par exemple, de l'IE, qui était un outil qu'on devrait mettre dans toutes les mains de toutes les licences 3, enfin en tout cas de tous les élèves, tous les étudiants, quelles que soient les filières, que ce soit du droit, des sciences humaines, etc. Ce que je veux dire, c'est que les anglo-saxons ont de l'avance. Culturellement, il nous manque quelque chose. Je ne sais pas d'où ça vient. Est-ce que c'est lié à la langue? Est-ce que c'est lié à la culture? Est-ce que c'est lié effectivement à cette civilisation anglo-saxonne qui est quand même de nature protestante? On est plutôt dans un pays qui est quand même encore catholique, en tout cas sur la base historique. On est des latins, on est des gaulois encore un peu. Donc tout ça pour dire que l'intelligence économique à la française, ça fait effectivement 30 ans qu'on en parle, entre le rapport Carayon, entre le rapport des préfets, enfin tous les différents rapports jusqu'au rapport du Sénat de juillet dernier, que je vous invite à lire, notamment les 24 propositions, parce que bon, il débouche justement sur une proposition de loi, mais concrètement, elle est assez maigre comparée au rapport. Ce rapport de l'IE fait suite à un rapport précédent sur la souveraineté nationale qui avait eu lieu au mois de juillet, un an avant. Et je vous invite aussi à le lire, parce que je pense qu'ici on est tous convaincus, c'est ça le souci aussi, c'est que je pense qu'il faut sortir l'IE de son lieu habituel où est enseigné. Il y a justement dans ce rapport, je crois que c'est une des propositions, c'est de sortir l'intelligence économique qui est a priori trop élitiste. En tout cas, les élites en parlent, mais les élites sont anglo-saxonnes. Enfin, s'abreuvent en tout cas encore à des méthodes de management qui sont quand même anglo-saxonnes. Que ce soit sur les cabinets de conseil, on ne va pas épiloguer sur McKinsey, etc. Mais aujourd'hui, il est temps en fait que tout le monde s'y mette, qu'il y ait une culture renseignement. On parlait des services de renseignement d'État. Le plus bel outil, en fait, ça a été quand même une série, quoi. 2015, Bureau des légendes. Enfin, 2015, les attentats, et puis ensuite le Bureau des légendes. Ça a donné envie, effectivement, à pas mal d'étudiants d'aller postuler à la DGSI, à la DGSE, à la DRSD, qui effectivement est devenu un service sexy, alors qu'il y a encore 10 ans, on les appelait les bœufs carottes. Donc c'est... Voilà, effectivement. Soft power, ça s'appelle du soft power. Hein. Ça s'appelle du soft power, exactement. Je pense que sur les métiers de l'IE, qui effectivement doivent être mis dans les collectivités territoriales, à chaque échelon de l'État, mais surtout dans nos entreprises, on n'a pas encore fait de soft power là-dessus. Et alors, ça vient peut-être effectivement avec l'OSINT, où effectivement il y a des concours. Alors c'est quand même très lié à la cyber. Et donc voilà, moi je déplore ça, et je suis heureux en tout cas qu'on puisse donner la parole à des gens du métier. Et donc voilà. Merci. Alors, on parlait de soft power, de viralisation finalement. Alors, effectivement, l'IE est arrivé au Sénat, il y a des lois en ce sens. Il y a aussi le travail qui est fait par tout un chacun autour de cet état, dont Augustin. Augustin qui fait une recension justement, qui suit à l'aide des méthodes de surveillance classiques finalement, tous les prédation, revente des entreprises françaises. Pourquoi tu es entré dans cette logique-là de recenser toutes les entreprises? C'était quoi la motivation que tu avais? En fait, je dirais que dans le domaine de l'intelligence économique, vous avez deux facettes. Deux choix possibles. Soit vous êtes axé, votre entreprise est axée sur la partie défensive,
donc auquel cas la protection deviendra votre axe de développement. Et c'est une partie dont on n'a pas beaucoup parlé pour les entreprises françaises, où en tant qu'entreprise, vous choisissez comme posture l'attaque, de manière à conquérir des marchés. Donc moi, j'ai travaillé sur 2 thématiques particulières. On parle de renseignement. Je me suis dit qu'en source ouverte, on peut déjà faire beaucoup de choses. C'est le principe de l'intelligence économique. Donc d'une part, j'ai travaillé pour la partie offensive sur une grille d'analyse des risques. Donc on a parlé de l'extraterritorialité du droit américain. Donc ça veut dire que c'est des risques récurrents. On a déjà payé 14 milliards $ d'amende. Donc ça veut dire qu'on est vulnérable juridiquement, c'est un risque. Ou on pourrait prendre par exemple l'exemple de Uber en Australie, la société américaine présente en Australie, qui utilisait un logiciel illégal pour débaucher massivement des chauffeurs VTC de son concurrent GoCatch. Donc vous voyez qu'on a une série de menaces, donc j'ai fait 7 grandes familles de risques, avec 38 risques présents dans ce livre-là qui s'appelle Compétition mondiale d'intelligence économique, grille d'analyse des risques. Donc ça c'est pour la partie offensive. Maintenant, pour la partie défensive, je me suis posé la question, donc j'ai vu dans ce livre, je l'ai fait pendant 2 ans et demi, que des principaux pays, l'Allemagne, la Chine et les États-Unis nous posent principalement des problèmes. Et je me suis posé la question avec cette cartographie, que fait l'État pour protéger nos entreprises stratégiques ? Alors, on n'a pas pu l'afficher. J'ai fait imprimer une carte en format A0. Et ici, vous avez la présence de 16 entreprises que j'ai jugées éminemment stratégiques. Donc ça va de Alstom, en passant par Omic, Sourio. Bon, voilà, il y en a 16. Donc dedans, il y en a 11 qui ont été rachetés par des entreprises américaines, 2 par des entreprises chinoises, et puis d'autres par des luxembourgeoises, où je pense à Manurin, qui a été racheté en 2018 par un fonds du Moyen-Orient. Voilà, la problématique est la suivante, ce sont des pertes inestimables. On l'a vu avec ce qu'a pu dire par exemple Frédéric Perucci sur les conséquences du droit américain. Toutes ces 11 entreprises qui sont passées sous le droit américain, vous passez donc sous la norme ITAR. Je vous rappelle l'exemple des Rafales en Égypte. Donc en 2018, l'armée, la société Dassault n'a pas pu vendre pendant un temps ses avions Rafale parce que dans ces missiles, il y avait des composants américains appartenant, donc ces missiles qui appartenaient à la société MBDA. Et donc les États-Unis peuvent s'autoriser à vous interdire une vente s'il y a la présence de composants. Voilà, donc la problématique, c'est 11 entreprises qui vont devoir demander l'autorisation. Je pense à Excelia, à Latécoère, qui vont devoir demander l'autorisation aux Américains dorénavant pour exporter. Voilà, Cenexi qui est passé sous contrôle chinois. On voit déjà que sur les terres rares, la Chine menace de nous couper les approvisionnements. Qu'est-ce qui se passe si demain la Chine, sur d'autres composants, nous empêche d'exporter. Voilà, donc cette cartographie, vous pouvez la retrouver sur le portail de l'intelligence économique. Là, vous pourrez prendre le temps de zoomer sur chacune des sociétés. Et j'ai déroulé la pelote de laine. Je terminerai juste avec le cas de Omic, qui est un fabricant de semi-conducteurs et qui a une puce qui est ultra puissante. Donc on apprend qu'en 2018, elle est rachetée par un Chinois, un homme d'affaires chinois qui est lié à l'armée populaire de Chine. Qu'ensuite, donc il rachète 95% des parts. Que la DGSI en mai 2023, procède à l'arrestation de plusieurs cadres dirigeants de cette société parce qu'ils sont accusés d'avoir violé des embargos, d'avoir vendu ces puces ultra-sensibles à des pays comme la Chine et à la Russie. Et on apprend dans un article du Parisien, à la fin de l'article, que cette société, donc l'État a repris le contrôle des parts de cette société et qu'elle est revendue discrètement à Macom, à l'américain Macom. Voilà, donc l'État a arrêté des gens, c'est une affaire qui est inédite. Ils ont repris le contrôle des parts de cette entreprise, qui est assez inédit aussi, et on apprend discrètement que c'est vendu à l'américain Macom, sans que apparemment le gouvernement dise quoi que ce soit. Voilà les conséquences que j'ai soulevées dans mes travaux de recherche. Merci. Et il y a effectivement une technique de suivi de la data. Alors, Tristan, la question, pareil. De manière tout à fait opérationnelle, on voit bien que depuis ce matin, on parle beaucoup de data. Donc le revers du sujet de la data, c'est que la data est accessible. Alors est-ce qu'aujourd'hui, dans l'IE, la data est devenue le cœur de sujet ? Est-ce que c'est facile ? Alors, je pense que l'ouverture de la data est devenue en fait centrale, parce que pour faire naître une puissante culture du renseignement, il faut des histoires, mais il faut aussi des outils. Et là-dessus, du coup, je commencerai peut-être par un chiffre, c'est que 95% des informations dont on a besoin sont disponibles en source ouverte. Et le problème
de souvent de ces informations, c'est qu'elles ne sont pas structurées. Et si elles ne sont pas structurées, elles sont difficilement analysables. Donc, là-dessus, pour reprendre donc, tout à l'heure ce que disait le député donc Philippe Latombe, je pense que seule la France, on n'y arrivera pas. Pourquoi ? Parce qu'avec l'Europe, on arrive à faire des choses très intéressantes et d'autres. Par exemple, la directive européenne Inspire en 2007, qui va amener du coup l'interopérabilité du coup des bases de données entre les États de l'Union européenne. C'est quelque chose de central parce qu'une fois que les données sont structurées, on peut les analyser, on peut en tirer des conclusions et donc c'est là où l'intelligence économique peut s'opérer. Donc renseignement et open data, oui, indispensable d'avoir une vision globale dessus. Alors je lis un peu mes notes, mais j'ai 3 minutes 50, donc je vais à l'essentiel. Donc une vision donc, assez globale là-dessus qui est nécessaire et c'est un vrai pouvoir que l'on a aujourd'hui qui est en train de se développer. Tout à l'heure aussi, Quentin disait donc code is law. Oui, mais il n'y a pas que le code qui est law. Un algorithme n'est rien sans les inputs et donc sans les datas qu'il y a derrière. Il faut pouvoir rendre ces données et ces datas, l'ensemble de ces inputs, auditables. Et grâce à l'open data, et, qui est aujourd'hui de plus en plus importante en Europe, on arrivera à faire ce genre de choses. Merci beaucoup Tristan. Est-ce qu'il y a des questions ? Parce que la table ronde se finit dans 2 minutes. Je vous en prie. J'aimerais juste pointer quand même, avant les questions, j'aimerais juste pointer effectivement que tout n'est pas dans la data. Tout n'est pas dans J'attendais. Non, je suis désolé de le dire, mais il faut le redire quand même. Aujourd'hui, le numérique, le virtuel, c'est la data. Effectivement, c'est bien. C'est très très bien. Aujourd'hui, on reste des humains. C'est-à-dire que pour qu'une boîte française aille exporter je ne sais pas quoi au Sénégal ou aller faire des deals en Asie, aujourd'hui, il faut vérifier ses partenaires. La vérification de partenaires, ça passe effectivement par la consultation de sources ouvertes, donc de data, mais ça passe aussi par la vérification de ces data. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de renseignement humain derrière, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que, pour rappel, 95% des CV des candidats, des jeunes candidats français à des postes il y a toujours un petit bémol à mettre en fait sur ces CV. Donc ça se vérifie. Donc j'invite effectivement les participants ici à dire à leurs entreprises de faire des due diligence, de faire des vérifications d'antécédents. Alors c'est pas forcément pour vendre ma popote, mais concrètement c'est essentiel en fait aujourd'hui. En plus du devoir de vigilance, de la loi Sapin et compagnie, et de la corruption. Merci à toi. Il y avait une question par là, je crois. Oui. Cette année, Arnaud Montebourg a remis à l'Assemblée nationale un mémorandum sur une menace cyber qui pesait sur les grandes entreprises du CAC 40, avec une potentielle captation de leurs informations stratégiques en utilisant des technologies à double usage. J'ai contribué à ce mémorandum il y a 3 ans. Pendant 3 ans, je n'ai pas été gentil avec un éditeur américain qui s'appelle SailPoint. Mais désormais, c'est une évidence. C'est un partenaire affiché des services de renseignement américains, ayant des partenaires technologiques, fournisseurs de technologies d'analyse des services américains. Pour autant, est-ce que ça a changé au niveau des entreprises du CAC 40 ? La réponse est non. Le seul groupe avec Frédéric Pierucci, donc on travaille ensemble là-dessus. Avec Frédéric, on est allé voir une grande entreprise qui a payé en fait 3,5 milliards d'amende, plus 4 milliards en coûts opérationnels pour des questions d'intelligence économique. C'est la seule qu'on ait pu rencontrer qui était vraiment sensibilisée. Pourquoi ? Parce qu'après l'affaire Alstom et la séquestration légale de Frédéric, c'était les seuls à se dire « Attention, certains d'entre nous peuvent aller en prison ». En dehors de ça,
j'ai rencontré des RSSI, des DSI, des directeurs cyber avec des mires FCPA larges comme l'océan Pacifique dans le dos, qui implémentent en SaaS la solution SailPoint et qui, en plus, se posaient la question d'implémenter la solution de gestion des accès à leur supply chain en SaaS, racheté par SailPoint. Donc le problème fondamental, non, il est plus possible d'être naïf, mais le problème de fond, c'est qu'il y a le quotidien, il y a le cyberpiratage, et le cyberespionnage, ça paraît être une autre dimension. Merci beaucoup pour cette... Voilà. Excusez-moi d'aller vite. Messieurs, je vous remercie. Je vous remercie infiniment de votre participation. Le temps court, je suis désolé.